Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui recommence cette année 2023 avec une série très récente pour laquelle j'ai invité un des grands spécialistes de la Révolution française, c'est Paul Chopelin. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors, on va parler, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui d'une série qui est Marie-Antoinette, qui vient tout juste, la saison 1 vient tout juste d'être diffusée sur Canal+. Alors, pour vous remémorer, Paul, vous êtes déjà intervenu pour présenter une série sur la Révolution, une série de l'INA, donc une série un peu ancienne. C'était Le Chevalier de Maison Rouge. Alors aujourd'hui, vous faites du très récent, puisqu'elle vient de sortir au mois de décembre, Marie-Antoinette. Vous êtes, Paul, maître de conférence à l'Université de Lyon, et donc, comme je l'ai dit, un des grands spécialistes en France des études sur la Révolution française. Alors, peut-être pour commencer cette première question, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou pas vu passer cette série, est-ce que vous pourriez nous faire très rapidement la présentation et le pitch de la série ? Oui, alors c'est un biopic, c'est classique aujourd'hui dans les séries historiques, un biopic de la reine Marie-Antoinette. C'est une première saison qui compte 8 épisodes qui se déroulent dans une période qui va de l'arrivée de la future reine. Elle est encore dauphine à la cour de France en 1770 et le 8e et dernier épisode s'achève sur la naissance du premier héritier mâle, le dauphin Louis-Joseph en 1781. Une naissance qui est un petit peu l'enjeu, une naissance attendue, espérée, qui n'arrive pas, et c'est cette attente de l'héritier qui est un petit peu le fil conducteur de la série. On y suit les débuts difficiles de Marie-Antoinette, pion diplomatique de l'Autriche à la cour de France. On la suit au cours des années, une progressive adaptation sur fond de rivalité familiale, l'enjeu bien sûr de la descendance, cette hantise de la stérilité du couple jusqu'à la délivrance finale, donc la naissance de cet héritier mâle, et un nouvel horizon amoureux pour la reine, de celle qui est désormais la reine de France, c'est la rencontre avec le bel Axel de Fersen, qui est réputé être son ami de cœur. Bon, c'est un biopic de princesse parmi d'autres, c'est pas très original comme thématique, on reviendra sur Marie-Antoinette, mais déjà, on peut dire qu'il y a déjà plusieurs séries autour de princesses. Il y a eu Catherine II avec Hélène Mirren, ou plus récemment, pour Netflix, une vision revisitée de l'histoire de Sissi, l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Faites bien, Paul, de justement resituer un peu ce contexte de production parce que les princesses, j'allais dire, ont vraiment le vent en poupe en ce moment sur les sur les productions sérielles. On peut aussi rappeler The Serpent Queen sur Catherine de Médicis qui a aussi, dans ce contexte-là, est très important. On voit bien que finalement, ces séries historiques fonctionnent bien et ça fonctionne bien aussi chez Canal+, notamment parce que vous pourriez vous reparler peut-être du contexte de production de cette série sur Marie-Antoinette. Oui, alors cette série est clairement dans la suite de la série Versailles, qui a été diffusée entre 2015 et 2018. 3 saisons. Et donc Versailles, c'était le règne de Louis XIV, une évocation du règne de Louis XIV sous le prisme des intrigues de cour. Une série qui a rencontré un certain succès et Canal+
a décidé de remettre le couvert, en quelque sorte, avec le même cadre, le château de Versailles, les mêmes ingrédients, les intrigues de cour, mais cette fois, à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XV et sous celui de Louis XVI, donc à travers le destin de l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche, devenue reine de France. Bon, on voit clairement ici qu'il y a une volonté de prolonger quelque chose. On répond au goût du public, bien sûr, pour l'histoire de la royauté, le destin glorieux ou tragique des princes et des princesses, leur cadre de vie luxueux, leur joie, leur peine, surtout leur peine, hein, puisque ici, il est surtout de question de malheur. On joue aussi sur ce voyeurisme du malheur. Et donc, on est dans ce sillage de Versailles pour placer un petit peu le téléspectateur devant un univers connu et apprécié. On peut mettre en parallèle cette série avec les succès d'audience, alors cette fois sur France Télévisions, de l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern, qui est très souvent centré sur le destin des têtes couronnées du passé, avec toujours ces destins mis en scène dans des docu-fictions, des mises en scène qui mélangent vue des palais, visite des palais, entretien avec des historiens. Je pense par exemple tout simplement à la famille royale d'Angleterre, dans le réel, on voit les succès d'audience du jubilé ou des obsèques de la reine, l'affaire Harry et Meghan qui continue d'agiter la presse people, ou famille royale d'Angleterre qui est suivie à travers la fiction dans la série The Crown. Et donc, ces histoires de famille princière, de rivalité entre frères, sœurs, parents, c'est quelque chose qui marche. Et Canal+ joue cette carte qui est gage a priori de succès. Et puis de toute façon, pour mettre un petit peu aussi en perspective dans l'histoire des séries, au-delà des familles princières, toutes les intrigues autour de familles puissantes qui se disputent les honneurs, le pouvoir, parfois avec violence, c'est un grand classique des séries télé. L'arrière-plan narratif, c'est lutte de pouvoir. On retrouve ça dans des vieilles séries comme Dallas, Dynasty, ou plus récemment, alors dans un cadre imaginaire, fantastique, Games of Thrones. Donc, c'est toujours le même cocktail: amour, jalousie, ambition, trahison, faux semblant, vengeance. Donc, c'est un cocktail qui marche, qui a déjà été servi de très nombreuses fois, mais le public en redemande. Donc, on peut dire que c'est une série sans grand risque pour Canal+, un cadre très classique et un cadre de production qui a déjà été bien balisé par la série Versailles. Le choix du personnage aussi, Paul, c'est pas fait, je pense, aussi par hasard, hein. Vous qui êtes spécialiste de l'étude de la Révolution sur différents supports, hein. Je pense à travers les romans, les bandes dessinées, les films. Marie-Antoinette, on a tous en tête, sans doute, le film qui avait fait le plus parler sur ce personnage-là, c'est celui de Sofia Coppola, par exemple, donc qui a quand même, depuis, on va dire, les années 2000, là aussi, un autour de ce que vous avez appelé la Toinette Exploitation, quelque part. Oui, alors Marie-Antoinette, c'est une valeur sûre, c'est une héroïne tragique, donc avec ce schéma qui fonctionne bien, c'est l'héroïne comblée qui vit dans le luxe, et puis c'est la chute avec la révolution et l'exécution, la mort. Donc on a quelque chose qui marche, ça a intéressé le roman, le théâtre, la peinture d'histoire et le cinéma depuis ses débuts, avec des films marquants comme celui de Jean Delannoy en 1955, avec Michel Morgan, qui a longtemps été le grand classique cinématographique sur Marie-Antoinette. Donc son histoire n'a jamais cessé d'intéresser, mais très clairement, il y a eu un regain d'intérêt pour le personnage après le film de Sofia Coppola, sorti en 2006, qui était le point de départ de ce que j'appelle une Toinette Exploitation. Je préfère ce terme à celui de
de Toinettomania qui a été utilisée par certains historiens. Je préfère Toinet Exploitation parce que derrière, il y a cette notion de marketing. C'est un produit aussi, Marie-Antoinette, qui permet de vendre des produits dérivés et qui produit aussi des objets en série. Marie-Antoinette et depuis le film de Sofia Coppola, est associé à un imaginaire de luxe débridé qui sert à vendre du rêve. Et je pense que c'est aussi important pour comprendre le choix de Canal+ pour ce personnage. Voilà, il permet de vendre du rêve, et c'est aussi, pour dire les choses un peu trivialement, c'est une icône Afrique. Depuis les années 2000, Marie-Antoinette, depuis le film de Sofia Coppola, elle sert à vendre des articles de mode, les objets les plus divers, les fameux macarons qu'on va retrouver dans la série, et on assiste, depuis la fin des années 2000, à une avalanche de livres, de BD notamment. J'avais travaillé sur cette production qui ne cesse pas. Et puis, au cinéma, on avait aussi en France le très beau film de Benoît Jacquot, 2012, adapté du roman de Chantal Thomas. Et puis, Marie-Antoinette, elle est présente aussi à la télévision française à travers des documentaires, des docu-fictions. Et ça a aussi un lien avec notre série, puisque le château de Versailles, on en reparlera, est partenaire de la série par le conseil historique, mais aussi par le cadre. Marie-Antoinette, c'est une aubaine touristique pour les monuments nationaux qui la mettent particulièrement en avant à travers des parcours, des expositions, des événements divers. Dans les boutiques, elle est omniprésente, que ce soit à Versailles, au château de Trianon, qui fait partie du domaine de Versailles, et à la conciergerie. Et donc, le château de Versailles était un partenaire naturel pour Canal+, qui tient un sujet de fait dans l'air du temps, avec, je le répète, un storytelling très bien balisé. Le public connaît grosso modo l'histoire de Marie-Antoinette, et le public s'installe assez facilement dans la fiction. Et pour aussi faire une série qui ne soit pas franco-française sur un personnage qui est très international, vous avez commencé à le dire, on a finalement ici une série qui représente un peu quelque part Marie-Antoinette à la mode anglo-saxonne. On est vraiment dans la veine, là, on n'est pas dans le film, derrière le film de Benoît Jacquot, mais plutôt de Sofia Coppola. Exactement, oui, on est dans ce sillage-là. La production a choisi, c'est intéressant de le noter, c'est même capital, une scénariste britannique, Deborah Davis, pour cette série. Deborah Davis, elle est devenue très célèbre parce que c'est elle qui a fait très célèbre en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais même en Europe, puisqu'elle s'était fait connaître par le scénario du film de Yorgos Lanthimos, La Favorite, sorti en 2018. La Favorite, c'était un film historique qui se passe en Angleterre au début du XVIIIe siècle et qui raconte les luttes de pouvoir entre femmes de la cour de la reine Anne d'Angleterre. C'est un film qui a été remarqué, multi-récompensé, notamment un Oscar pour l'actrice principale, Olivia Colman, qui interprète la reine Anne, et qui, de fait, c'est un rôle marquant. Et Deborah Davis a aussi été, son scénario a été remarqué, et on l'a sollicité, je pense, enfin Canal+ l'a sollicité pour reprendre ce filon de La Favorite. Et comme beaucoup de Britanniques qui s'intéressent à l'histoire de Marie-Antoinette, Deborah Davis a certainement été marquée par la biographie qui est le best-seller international sur Marie-Antoinette. La biographie est écrite par Lady Antonia Fraser en 2001, et c'est cette biographie best-seller qui avait servi de matériau de base à Sofia Coppola pour son film. Et je pense que c'est pour ça qu'on retrouve tous les ingrédients de cette biographie très centrée sur les problèmes conjugaux de Marie-Antoinette dans la série. Et il faut noter que Deborah Davis a repris dans cette série Marie-Antoinette une grande partie du schéma du scénario de La Favorite. On retrouve, quand on voit le film La Favorite et la série, il y a beaucoup de réminiscences. La rivalité, on retrouve la rivalité entre deux femmes
autour de la reine. Alors ici, c'est la duchesse de Polignac et la princesse de Lamballe, jusqu'ici d'ailleurs peu évoquée dans les fictions sur Marie-Antoinette, donc deux femmes qui s'affrontent pour s'attirer les bonnes grâces de la reine, sur fond de lesbianisme plus ou moins assumé. Et ça fait beaucoup penser au duel Sarah Churchill-Abigail Masham dans le film La Favorite. Pour le reste, il y a beaucoup de clins d'œil appuyés au film de Sofia Coppola. Alors, est-ce que c'est le scénario, est-ce que c'est plutôt la réalisation, mais on retrouve les scènes d'essayage de tenue qui font tout à fait penser à celles du film de 2006, notamment l'une d'elles où on voit Marie-Antoinette qui se gave de macarons, comme la Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ce sont bien sûr des macarons Ladurée, partenaire de la série, une marque, la marque Ladurée, qui s'est construite un véritable empire macaronnier à travers le monde après le film de Sofia Coppola. Donc ce cliché des essayages de tenue sur fond de grignotage de macarons, c'est clairement du Sofia Coppola et ça fait partie de cet imaginaire. On est donc face à une production franco-britannique. On s'attend à avoir une grosse production sur un personnage qui clairement fait aussi vendre à l'international, qui n'est pas que franco-français, vous l'avez très bien dit dessus. Et pourtant, quand on voit cette réalisation Canal+, on peut se poser la question des moyens. Est-ce que finalement la série est allée jusqu'au bout de ce qu'elle voulait faire? Alors, il y a donc la série a été donc il y a un partenariat avec la BBC. Donc on trouve des acteurs, la plupart des acteurs sont anglais. On a aussi voilà, c'est une série qui est calibrée clairement pour l'international, pour se vendre à l'international. Mais c'est une série dont on s'aperçoit très vite qu'elle manque peut-être de moyens. Évoquer la vie de cour à Versailles, ça signifie engager des centaines, voire des milliers de figurants, parce que la production n'a clairement pas les moyens de faire. C'est peut-être ce qui frappe le plus. D'ailleurs, dès le premier épisode, on a Marie-Antoinette qui voyage toute seule, sans suivante, dans son carrosse vers la France. Elle est vaguement escortée par quelques cavaliers. Et quand elle arrive en France, à la frontière, elle est accueillie par 3 personnes, la duchesse de Noailles et 2 serviteurs, sur une espèce de petit pont au milieu d'une clairière. Alors, on peut penser que c'est un parti pris de réalisation pour faire quelque chose un petit peu voilà, une atmosphère différente, peut-être l'engager sur la voie du conte, une vision un petit peu peut-être fantastique même du personnage, mais on s'aperçoit bien vite qu'en fait c'est un problème de pauvreté en figurant, et on le voit tout au long de la série, beaucoup de plans rapprochés pour faire illusion. À Versailles, on voit beaucoup de plans avec quelques courtisans au balcon pour montrer la foule, et on s'aperçoit que le décor de Versailles est peut-être un peu grand, un peu trop grand même pour la série. Alors, on peut pallier ce genre d'inconvénient. Benoît Jacquot, par exemple, quand il avait fait son film Les Adieux à la Reine, on voyait qu'il n'avait pas non plus des moyens extraordinaires, mais il avait une façon de filmer qui faisait largement illusion, et il avait une mise en scène qui rendait bien le côté fourmilière de la cour. Rien de tel ici, où on a des personnages qui sont un peu perdus dans l'immensité du château, tant et si bien qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de scènes qui ont été tournées ailleurs, dans des lieux plus petits. Par exemple, toutes les scènes, les cérémonies religieuses n'ont pas lieu dans la chapelle de Versailles, qui serait surdimensionnée, mais dans la plus petite chapelle du château de Fontainebleau, où les acteurs sont un petit peu moins perdus. Donc, voilà, on sent un manque de moyens. Il faut souligner quand même la qualité des costumes, des décors qui sont réalisés avec le plus grand soin, à défaut d'une grande rigueur historique. Mais c'est une belle série visuellement, mais on sent vraiment ce manque de moyens frappant tout au long de cette première saison.
Au niveau maintenant peut-être de l'intrigue, du scénario, hein, bon, on connaît l'histoire bien sûr de Marie-Antoinette, on connaît sa fin, mais qu'est-ce que cette série apporte finalement derrière? Vous l'avez dit, vous avez rappelé hein, les précédents, le film de Coppola, le film de Giacomo. Est-ce qu'on a peut-être des aspects qui apparaissent, qui sont des aspects aussi, vous avez parlé tout à l'heure du château de Versailles qui s'occupait hein, du cadre historique. Est-ce qu'on a des derniers apports de l'historiographie peut-être qui sont visibles dans la série? Pas vraiment, pas vraiment. On a un scénario pardon, qui est très, très convenu, parce qu'on retrouve en fait le schéma. Voilà, il y a beaucoup de déjà-vu. C'est le schéma du film de Sofia Coppola. On retrouve aussi quelques aspects du film de Benoît Jacot, hein, les relations saphiques entre Marie-Antoinette et ses suivantes. Et donc, en fait, on voit se dérouler sans beaucoup de surprises, il faut le dire, le même schéma narratif. C'est la petite princesse autrichienne malheureuse qui arrive dans une cour de France qu'elle ne connaît pas, où elle est maltraitée. Et puis, petit à petit, elle va apprendre les codes, en user, en abuser, au risque de se brûler les ailes. Voilà, cette histoire, elle a déjà été vue et le scénario n'apporte pas grand-chose de neuf. Hein. On est dans on reprend, par exemple, dans le film de Sofia Coppola, il y avait une attention qui était portée aux difficultés conjugales du couple royal qui peine à enfanter. Donc, c'est repris ici dans la série, alors un petit peu plus détaillé. C'est une série où il y a beaucoup de scènes de sexe, hein, sexe gêné chez Louis XVI et Marie-Antoinette, ou sexe plus déluré avec Louis XV et Madame du Barry. Hein, mais c'est du sexe convenable. Hein, on n'est pas chez HBO, il n'y a pas de nudité explicite, c'est très sage sur ce plan, mais sans être vraiment, sans qu'il y ait beaucoup d'imagination. C'est parfois même un peu lourd. Notamment, il y a une scène quand même où il y a Louis XV qui enfonce son couteau dans une tomate pour expliquer l'acte sexuel à son petit-fils. C'est pas une très très grande finesse. De même que les suggestions autour du lesbianisme, alors c'est plus qu'une suggestion, hein, du lesbianisme de la reine Marie-Antoinette, qui embrasse Madame du Barry, ensuite ses suivantes. Bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans Les Adieux à la reine de Benoît Jacot. C'était un des ressorts du film La Favorite, dont j'ai déjà parlé. Donc c'est devenu, on a l'impression, un passage obligé des séries historiques avec une princesse où il faut parler de son ambiguïté sexuelle. Donc, c'est pas vraiment surprenant, ces aspects. Donc, voilà, c'est la zone. On a l'impression que Canal+ a voulu jouer la carte du confort. Le téléspectateur n'est pas surpris. Ça peut aussi marcher. Hein, ça, je ne sais pas. On verra quelle sera la postérité de cette série. Mais vraiment, à mon sens, il n'y a vraiment aucune nouveauté. C'est très plan-plan au niveau du scénario. Justement, si on revient sur ces idées-là, ce qui était très intéressant à voir aussi, c'est peut-être ce qui se fait aujourd'hui au niveau inclusif. J'aurais aimé qu'on en parle un petit peu parce que on a sur des films ou des séries à peu près sur la même époque, je pense notamment, et je renvoie les auditeurs et auditrices aux émissions qu'on a pu faire sur la chronique des Bridgerton, on a cette volonté d'inclusivité de la BBC. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette série-là? Oui, alors on trouve dans la série, maintenant ce qui est devenu assez habituel, on trouve ou du moins ici, un personnage d'origine africaine, ou plus exactement d'origine antillaise, un métis, en l'occurrence le chevalier de Saint-Georges. C'est aujourd'hui l'un des piliers de la politique d'inclusivité de la BBC dans les distributions de ces séries. Donc Chevalier de Saint-Georges qui est interprété par Yoli Fuller. Mais là encore, ça ne fonctionne pas très bien. On a quand même un petit peu un malaise à le voir parce que ce personnage, on a vraiment l'impression qu'il est là pour servir d'alibi diversité. C'est-à-dire que ce personnage du Chevalier de Saint-Georges est extrêmement intéressant. C'est un personnage qui a vraiment existé, grand compositeur, maître d'escrime, un personnage qu'on aurait pu creuser, mais là, il ne fait que de la figuration. C'est un peu
j'ai l'impression qu'il est un petit peu marqué, le personnage, par l'Amadeus de Milos Forman. C'est le musicien fardé, maquillé, avec une perruque un peu extraordinaire. Mais voilà, il passe à travers cette série, il est un petit peu à l'arrière-plan, il sert d'un petit peu d'élément du décor. Et là, il y a clairement une occasion ratée de parler de ces sujets, de parler de colonies, de la question coloniale, de parler de musique, d'escrime. Et donc là, il n'y a aucun développement scénaristique sur le sujet, c'est juste un faire-valoir de l'entourage de Marie-Antoinette. C'est dommage parce que c'est un personnage, le Chevalier de Saint-Georges, qui commence à attirer l'attention des réalisateurs. Il y a un film qui va lui être consacré, qui lui est consacré, qui va sortir aux États-Unis cette année, de Stephen Williams. Et ça serait bien qu'une production française s'attaque à ce personnage hors du commun et absolument passionnant. Et là, c'est dommage de le voir juste en faire valoir dans cette série. Reflet aussi de son temps, peut-être dans la mise en scène, Paul, vous allez me dire, c'est justement, il y a des relents de cinéma fantastique qui peut être aussi parfois intéressant, hein. On pense à d'autres tentatives qu'il y a eu sur Netflix, notamment autour justement de la Révolution. Mais là, ici, on a finalement alors peut-être une mise en scène qui hésite entre le fantastique et le burlesque. Oui, alors la mise en scène parfois prend des accents fantastiques qui relèvent un petit peu le plat, si j'ose dire. Il y a un potentiel assez intéressant qui permet justement de pallier ce manque de moyens flagrants, c'est créer une atmosphère un petit peu inquiétante. Et ça, il y a des scènes qui sont très intéressantes, prenantes même, qui évoquent la solitude de la reine, une solitude qui est très inquiétante, par exemple au début, lorsque justement elle est accueillie par ces 3 personnes, et elle marche à travers un sentier forestier, à travers un bois, et puis il y a une espèce de grille comme ça qui s'ouvre sur un château perdu au milieu de nulle part, où il y a là la famille royale qui l'attend avec quelques serviteurs. Donc, on s'attend à un petit côté fantastique. Et puis, notamment, cette scène d'entrée où cette famille royale, il faut bien le dire, ils sont tous bizarres, ils la regardent bizarrement, ils ont des comportements assez étranges. Il y a une scène assez, c'est assez curieuse où Marie-Antoinette est au milieu de cette famille qui baffe à table. Donc, on se dit, tiens, il y a un petit côté intéressant, ça fait cette famille royale française, un petit côté famille Adams. Et donc, peut-être que la série va glisser vers quelque chose de fantastique, d'assez neuf. Et puis non. En fait, ça retombe un petit peu à plat. On revient sur quelque chose d'assez conventionnel. Alors, à nouveau, il y a des scènes dans le château de Versailles qui sont assez intéressantes et qui auraient pu être exploitées davantage. Le sentiment d'oppression, une reine qui est constamment espionnée. Il y a une scène qui est assez marquante avec tous les membres de la cour qui regardent par le trou de la serrure ce qui se passe dans la chambre nuptiale du dauphin et de la dauphine. Et donc, voilà, les murs ont des yeux et des oreilles. Et il y a certaines scènes qui marchent très bien, mais ce n'est pas vraiment exploité. C'est-à-dire que ce sentiment d'étouffement qui aurait pu être développé davantage, qui aurait pu créer une atmosphère propre au film, et pour le coup assez neuve, elle n'est pas exploitée jusqu'au bout. Comme les scènes où Marie-Antoinette se promène toute seule la nuit dans les couloirs du château avec une chandelle. Et il y a un petit côté un petit peu Dracula, hein, Jonathan Harker qui découvre le château du comte Dracula. Il y a une atmosphère un petit peu inquiétante, hors du temps, mais voilà, c'est juste des petits passages, et puis ça tombe à l'eau. Comme les cauchemars aussi de la reine Marie-Antoinette fait des cauchemars qui sont bien sûr des cauchemars dans la série de préfiguration de ce qui va lui arriver. Elle est emportée par un lourd collier au fond d'un cours d'eau. C'est l'annonce bien sûr de l'affaire du collier. Elle voit la tête de sa favorite, la princesse de Lamballe, sur une pique. Ça annonce les massacres de septembre pendant la Révolution. Mais voilà, là aussi, ça retombe très vite. C'est pas vraiment exploité. Puis à l'inverse, il y a un côté burlesque de certaines scènes qui prêtent plutôt à rire, mais on ne sait pas si c'est voulu ou non.
voilà, Madame du Barry, par exemple, qui épile le duvet de Marie-Joséphine de Savoie, Louis XVI au milieu de ses piles de dossiers instables dans son bureau après la mort de son père, le comte de Provence, le frère du roi qui se promène dans les couloirs avec un gros œil au beurre noir après s'être fait corriger par son frère. Il y a une scène dans un bal, les courtisans font la chenille sur du Vivaldi. Mesmer utilise l'hypnotiseur utilise un bol tibétain comme un gourou tibétain d'aujourd'hui. Donc, ça peut prêter à sourire, mais c'est pas vraiment exploité. Là aussi, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On a une série qui a des moments comme ça, fantastiques ou burlesques, mais qui ne sait pas vraiment choisir entre dans les deux genres et qui reste finalement sur des rails très convenus, voire du déjà vu, je l'ai dit, du Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou de la précédente série Versailles. Alors justement, Paul, peut-être pour terminer notre entretien autour de cette série-là, on pourrait repartir de cette série Versailles et se dire justement, est-ce que finalement Marie-Antoinette aussi, ce n'est pas une série qui est une série polémique? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fait, oui, c'est une série polémique. Alors, c'est classique, comme toute série historique, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est juste historiquement? Puis les historiens peuvent dire, mais non, c'est faux, on raconte n'importe quoi. Ce qui en soi, qu'une série soit fausse, une série historique ne soit pas juste et ne soit pas au fait des dernières découvertes de l'historiographie, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de créer voilà, un divertissement et d'assumer aussi cette part de fiction. C'est le cas des Adieux à la reine, déjà mentionné, de Benoît Jacot, qui évoque donc Marie-Antoinette à la cour. C'est l'adaptation d'un roman et ça fonctionne très bien. Là, ici, ce qui a fait polémique, c'est que la série a voulu se donner des atours de véracité historique. Par un partenariat, donc c'est tourné à Versailles. Donc déjà aussi, je pense que derrière tout cela, il y a un enjeu patrimonial. Hein. Versailles, c'est un grand symbole de l'histoire de France. Et c'est une série qui revendique un conseil historique auprès du château de Versailles, hein, dans le générique. Mathieu Davignat, qui est directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, est présenté comme conseiller historique du film, pardon, de la série. Et ce qui a fait qu'on a eu des réactions peut-être un petit peu plus vives que d'habitude. Dans le Figaro, il y a l'historienne Evelyne Lévert qui a eu un long entretien où elle est très virulente, elle dénonce une suite d'aberrations historiques. Il y a une tribune de Stéphane Bern dans Paris Match qui parle, je cite, de scènes ridicules qui frisent l'obscénité. Donc, réaction d'historiens médiatiques, hein, plus que d'historiens universitaires, mais des critiques qui ne sont pas totalement injustifiées parce que, objectivement, cette série est un tissu d'anachronismes et d'erreurs historiques grossières qui ne sont pas assumées. Et c'est ça qui pose problème, c'est là où il y a un peu une gêne autour de cette série, parce qu'il y a cet écart entre le grand n'importe quoi historique de la série et le fait qu'elle revendique un sérieux historique notamment par son conseiller historique. Alors, je rassure tout de suite les auditeurs, hein, Mathieu Davignat est un chercheur extrêmement sérieux. Le centre de recherche du château de Versailles fait un très bon travail. Et on voit bien qu'en fait, ici, il a servi d'alibi. Il a été quelque sorte pris en otage par la production. Et on voit bien aussi derrière, il y a aussi un enjeu financier pour le château de Versailles, parce que ces séries, ces fictions, ça participe voilà, à la réputation du château à l'international, ça fait venir des visiteurs, ça permet de vendre des produits dérivés. Et donc, on a quand même un malaise voilà, entre cet écart, entre cette participation du château de Versailles, qui est quand même une institution publique, et cette série qui voilà,
revendique un sérieux qu'elle n'a absolument pas. On voit bien dans les conférences de presse de la production, il y a quand même des moments très gênants quand elle est interpellée quand la production est interpellée justement sur ces questions de véracité historique, des polémiques qui ont surgi dès le début. La production dit qu'elle refuse d'entrer dans les débats d'historiens et dit mais après chacun a sa vérité. On mentionne des livres un peu fantaisistes sur Louis XVI. Et donc, ces prises de position publiques posent objectivement un problème en laissant entendre que les travaux des historiens scientifiques, méthodiques, qui établissent des faits solides, ne sont finalement qu'une opinion parmi d'autres. Et donc, au lieu d'assumer totalement la démarche fictionnelle de Deborah Davis, alors je ne sais pas quel est son état d'esprit, mais clairement, on donne à voir une Marie-Antoinette imaginaire, c'est celle de Sofia Coppola, c'est un parti pris. La production, j'insiste sur ce point, ne l'assume pas. On a l'impression qu'il y a le sérieux historique qui semble être un outil de légitimation nécessaire auprès du public, c'est cette ambiguïté que laisse planer Canal+ sur cette série est un petit peu embêtante. Et donc, ça participe aussi des contradictions de la série. Hein, c'est une série sur laquelle on a du mal à se positionner, on a du mal à rentrer, parce que elle manque de moyens, elle n'est pas très originale dans sa narration, et puis elle est empêtrée dans cette contradiction, une approche résolument fictionnelle, fantaisiste, mais qui n'est pas assumée. Donc, reste à savoir ce que va devenir la série, une saison 2, une saison 3, jusqu'à la révolution. Donc d'autres saisons sont annoncées. On verra ce que va donner cette série. Est-ce que, justement, on aura toujours cette ambiguïté? Est-ce qu'il y aura une part de fiction beaucoup plus assumée ou non? À suivre. Merci beaucoup, Paul Choplin. Effectivement, on suivra ça attentivement et vous viendrez, pourquoi pas, à notre micro, voir justement si les critiques qu'on a pu faire, hein, que vous avez pu faire et d'autres d'ailleurs, vont être corrigées ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir de vrais partis pris peut-être de la production pour continuer dans une certaine veine. En tout cas, merci pour cette présentation et puis on retrouve un résumé de l'émission ainsi que des indications bibliographiques sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. 2023, on vous réserve un certain nombre, notamment de colloques en ligne pour lequel Histoire en série est partenaire et diffusera tout ça donc autour des séries. Merci beaucoup, Paul, et puis à bientôt. Merci, Nicolas. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clear such a beautiful blood.